Bonjour et bienvenue, cette vidéo est la première partie d'une série de tutos sur la modélisation d'une roue arrière de Lamborghini Huracan. Dans cette partie, on va se concentrer sur comment extraire un maximum de dimensions à partir des infos techniques disponibles sur le site de Lamborghini ou celui des fournisseurs de pièces détachées. Donc c'est une chose qui est souvent laissée de côté par les gens qui se contentent de modéliser seulement à partir de blueprints, mais vous allez voir que d'utiliser ces informations techniques peuvent vraiment aider. L'avantage de ces infos, c'est qu'elles vont nous donner des dimensions vraiment solides et vont nous donner une très bonne base pour obtenir des proportions les plus proches possibles du modèle physique. Un deuxième avantage pour ceux qui seront amenés à utiliser Alias professionnellement, c'est que le bout du modèle qu'on va obtenir en utilisant ces infos va ressembler très fortement au package qu'on reçoit des ingénieurs quand on travaille sur une roue. Donc ça vous fera une petite expérience de travail avec des surfaces d'ingénierie, ce qui est toujours bon à prendre. Ensuite, on va compléter ce qu'on aura obtenu en calculant des dimensions supplémentaires à partir de photos. Là aussi, il y a quelques opérations mathématiques très simples qui peuvent vraiment vous aider, donc je vais en parler rapidement. Donc là, ce qu'on a à l'écran, c'est toutes les informations techniques que j'ai pu recueillir en relation avec la roue arrière. Donc je vais expliquer au fur et à mesure du tuto à quoi correspondent chacune de ces informations. Donc avant de commencer, les références que je vais utiliser pour créer la roue, donc les différentes photos, sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Vous trouverez aussi un blueprint des sections qu'on va créer tout au long de cette vidéo. Donc la première info qu'on a, est sans doute la plus importante, c'est les dimensions générales de la roue. Donc le 11, ça va correspondre à la largeur de la roue en pouces. Donc cette dimension est prise à l'endroit où le pneu vient se caler dans la jante. Le 20 indique le diamètre de la jante en pouces. Et ce diamètre est aussi mesuré à l'endroit où le pneu vient se caler dans la jante. L'inscription ET40 définit le déport, donc l'offset ou le T suivant comment vous les appelez. Donc ce déport va nous permettre de définir la position de la face de la jante qui sera en contact avec le disque de frein. Donc ce déport est mesuré en millimètres à partir du centre de la jante. Un déport positif positionnera cette face vers l'extérieur de la roue, donc plus le déport sera important, plus la roue sera poussée sous les ailes du véhicule. Donc un déport négatif évidemment aura l'effet inverse. On va donc positionner ces références dans Alias. Donc on va commencer par tracer une ligne verticale en vue de face et on va faire un offset de 11 pouces de cette courbe, donc 279,4 mm. Ça va nous donner la largeur. Ensuite, on va tracer une ligne horizontale passant par l'origine et faire un offset de 10 pouces, donc 254 mm, la moitié du diamètre de la jante. Ensuite, on va s'occuper du déport. Donc là, je vais tracer une ligne verticale passant par le milieu de la jante. Donc pour ça, je vais tracer une ligne horizontale de degré 2 sur la largeur de la jante et me servir du point central pour tracer une ligne verticale. Ensuite, je vais faire un offset de 40 mm de cette ligne verticale et ça va nous donner la position de la face arrière de la jante. Donc il va falloir choisir un sens dans lequel vous allez modéliser la roue pour choisir la direction de votre offset. Je vais faire la face extérieure de la jante vers la gauche de l'écran et donc je vais faire mon offset dans la même direction. Donc là, on sait maintenant où la face arrière de la jante sera. Et la prochaine info technique qu'on va avoir, qu'on va utiliser, c'est le PCD. Donc lui, il va nous permettre de définir la position des vis de la roue. Donc ici, le PCD, il est de 5 par 112, donc ça veut dire qu'on a 5 vis positionnées sur un cercle de 112 mm de diamètre. Donc une fois de plus, on va faire une ligne horizontale passant par l'origine et on va faire un offset de 56 mm, donc la moitié de 112. Ça va nous donner la position du centre d'une des vis, et pour le moment, je vais me contenter d'en faire qu'une et je la dupliquerai plus tard. Donc au niveau des vis, on sait que ce sont des M14 par 1,5. Donc le M14, ça signifie que la partie filetée de la vis fait 14 mm de diamètre. Le 1,5, c'est le filetage, mais ça n'a pas d'importance pour le modèle. Donc on connaît le diamètre de la partie filetée de notre vis, et ça va nous permettre d'extrapoler le reste des dimensions de la vis à l'aide d'une photo. Donc on va prendre l'exemple du diamètre de la tête. Donc je vais procéder de la façon suivante. Donc là, ce que je fais, c'est que je mesure physiquement à l'aide d'une règle ou d'un pied à coulisse mon écran. Donc ici sur mon écran, la partie filetée de la vis fait 27,3 mm de diamètre et la tête en fait 48,8. Donc le M14, lui, il nous permet de savoir que la taille réelle du diamètre de la partie filetée fait 14 mm.
Donc à partir de ces trois informations, on peut maintenant trouver le diamètre réel de la tête de la vis. Donc pour ça, on va faire 14 fois 48,8 divisé par 27,3. Et ça va nous donner environ 25. Donc maintenant, on va pouvoir répéter la même opération pour chaque longueur. Et là, j'ai déterminé que la tête de vis fait donc 25 mm de diamètre par 20 mm de longueur. La partie filetée, 14 mm de diamètre par 30 mm de longueur. Et le chanfrein, 10 mm de longueur. Il faudra quand même prendre ces mesures calculées avec des pincettes, puisque suivant l'angle auquel sont prises les photos et suivant l'objectif utilisé, on peut avoir pas mal de distorsion de l'image. Et évidemment, ça influencera la précision des résultats. Alors en choisissant des bonnes images, on pourra quand même limiter les problèmes et on pourra aussi obtenir des dimensions tout à fait satisfaisantes au niveau visuel. Donc évidemment, pour tout ce qui est ingénierie, ça ne sera pas bon, mais pour un modèle qui va servir à faire du rendu, ça suffira parfaitement. Donc la prochaine étape, ça va être évidemment de construire notre vis dont alias. Donc je vais faire un offset de 7 mm de la ligne centrale de la vis qu'on a déterminée juste avant. Et ça va nous donner la partie filetée de la vis. Ensuite, je vais créer une ligne verticale et faire des offsets, donc des différentes longueurs, donc 30, 10 et 20 mm. Et je vais finir par faire un offset de la ligne centrale de la vis de 12,5 et ça va nous donner la largeur de la tête. Donc là, je vais trimer toutes mes courbes et créer mon chanfrein. On va grouper toutes nos lignes et snapper le point de pivot de notre groupe sur la ligne centrale de la vis et faire un revolve suivant l'axe Y. On va utiliser 4 segments de 90 degrés et en termes de points, on va utiliser 6 degrés. Alors je vais placer grossièrement la vis sur l'axe Y, mais c'est pas vraiment nécessaire, on y reviendra un petit peu plus tard de toute façon. Ensuite, on va répéter le même procédé de mesure avec la face arrière de la jante. Ici, j'ai une photo de l'arrière de la jante. Donc, on connaît le diamètre du trou de la vis qui fait environ 14 mm. Et aussi, on connaît le diamètre de l'alésage central qui fait 66,5 mm. Alors ça va nous permettre d'estimer la taille du diamètre intérieur et extérieur de la surface arrière de la jante. Donc ici, j'ai calculé 82 et 147 mm de diamètre. Donc je commence par faire un offset de la ligne horizontale qui passe par l'origine de 41 mm pour avoir un repère qui va nous permettre de faire le diamètre intérieur. Et je vais répéter l'opération avec un offset de 73,5 mm et ça va nous donner la ligne extérieure. Donc 73,5 et 41, c'est la moitié de 82 et 147. Ensuite, je vais pouvoir snapper la courbe représentant le déport qu'on a obtenu au début de la vidéo sur ces deux offsets qu'on vient de faire. Donc l'alésage central, il va nous servir à autre chose. Donc on sait qu'il fait 66,5 mm. Donc on va le construire en faisant un offset de 33,25 mm donc de la ligne horizontale passant par l'origine. Là, je vais raccourcir la ligne un petit peu parce que je l'ai fait un peu trop longue. Et cet alésage, il va pas nous apporter grand chose au niveau du modèle, vu qu'on ne le verra pas une fois que la roue sera terminée, mais il va nous permettre de valider la proportion de la surface arrière. Donc ici on voit que l'espace entre l'alésage central et le bord intérieur de la surface arrière de la roue nous laisse juste assez de place pour construire un chanfrein qui a à peu près la même proportion que sur la photo. Donc je vais créer rapidement le chanfrein. Donc je vais faire une courbe verticale que je construis à partir du bord intérieur du revolve qu'on vient de générer. Et je vais faire une rotation de 45 degrés et ensuite je vais raccourcir l'alésage central et le chanfrein au niveau de leur intersection. Et ensuite je vais faire un revolve. Donc ça nous donne notre chanfrein et on voit qu'il est très similaire en proportion à celui de la photo. Ça nous donne une bonne indication que les calculs de dimension qu'on vient de faire sont à peu près corrects. On va créer un layer pour les surfaces et les courbes de la roue, histoire de garder le fichier à peu près organisé.
Donc plus tôt on a déjà déterminé où le pneu va venir se fixer sur la jante, donc maintenant on va venir s'occuper de la partie de la jante qui va être autour du pneu. On va commencer par déjà construire un pneu basique pour nous aider à mettre en place les proportions donc, de ces surfaces. On sait que le pneu c'est un 305 30 R20. Donc dans la vidéo précédente que j'avais fait sur le pneu, donc j'avais expliqué à quoi correspondent toutes ces dimensions. Donc je vous invite à regarder la vidéo si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Et pour gagner un petit peu de temps, je vais directement réimporter la section de ce pneu à partir du fichier du modèle que j'avais créé pour ce tuto. Alors là, la section va avoir besoin d'être adaptée à la surface de la jante. Donc là, comme vous pouvez voir, mon pneu avait les flancs un petit peu trop étirés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les bomber et faire en sorte que le pneu soit de la bonne taille au niveau de sa base. Donc comme le ferait un vrai pneu en fait. Donc évidemment, la section du pneu que je suis en train de faire, elle sera sur le blueprint que j'ai mentionné en début de vidéo. Alors j'aurais pu aussi importer le pneu complet, mais toutes les sculptures auraient alourdi le fichier sans vraiment nous apporter grand chose en retour, donc on va juste faire un revolve tout simple pour obtenir vraiment un pneu le plus basique possible. Donc évidemment on va encore créer un layer pour ce pneu et sa section, et maintenant on va pouvoir commencer à construire la partie extérieure de la jante. Donc la première chose, ça va être de créer une lèvre autour de la base du pneu. Alors cette lèvre, elle est nécessaire pour que le pneu ne déjante pas. Donc en général, commencer aux alentours de 12 mm pour cette lèvre, c'est un bon point de départ. Et puis après, on ajustera la taille suivant les besoins. Donc si on regarde une photo de côté de la roue, on voit que le ratio pneu-jante, il est d'environ un tiers. Donc on va se mettre en vue de face et tracer une ligne horizontale qui va devenir l'intérieur de la roue, donc l'intérieur du tonneau. On va placer cette ligne de manière à obtenir un ratio d'environ un tiers. Donc je vais bouger les points jusqu'à ce que je sois content de la position de la surface. Donc si vous avez bougé la courbe et non les points, faites bien attention à ce que le centre de votre revolve soit toujours en bonne position. Sinon le pneu et cette surface peuvent être excentrés et ça va créer des problèmes plus tard. Et une fois qu'on est content avec ça, on va pouvoir créer le reste de la section. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. Alors attention, il y a une petite cassure près du bord extérieur de la jante. On peut remarquer que les réflexions dévient légèrement sur certaines photos. Donc c'est un petit peu dur de savoir dans quelle direction elle va, si elle va vers le haut ou vers le bas. Donc moi je pense qu'elle va dans cette direction, mais j'en suis pas 100% sûr encore parce que ça dépend vraiment des photos. Donc là, je place mes courbes rapidement et je vous conseille de ne pas trop perdre de temps à ce niveau-là, puisque on n'a pas vraiment de point de repère pour les mettre en proportion, donc on s'en occupera plus tard. Donc ensuite, on va faire un revolve de ces courbes et vérifier que les proportions de notre section est plus ou moins correctes, mais pas besoin de faire grand chose de précis comme je l'avais dit avant. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à construire la section qui va devenir les surfaces arrière des bâtons de la jante. Donc cette section, on sait qu'elle va devoir laisser suffisamment de place pour les freins. Donc encore une fois, on va s'appuyer sur les infos techniques qu'on aura recueillies sur les freins
et de quelques photos. Donc on sait que le diamètre du disque arrière est de 355 mm et qu'il fait 32 mm de large. Donc à l'aide d'une photo, on va pouvoir calculer la partie centrale du disque, donc environ 240 mm de diamètre, et l'espèce de partie centrale qui fait une espèce de petite lèvre va faire environ 9 mm d'épaisseur. Donc ça va me permettre de créer mon disque dans Alias, toujours à l'aide des offsets pour obtenir les bonnes dimensions. Et encore une fois, je vais créer mes surfaces à l'aide de l'outil Revolve. Une fois qu'on a le disque, on va pouvoir estimer la largeur de l'étrier. Ici, j'ai pas vraiment trouvé de photos qui me permettaient de faire des relevés très très précis, mais mon estimation c'est que l'étrier fait environ 160 mm de large. Donc à partir de cette largeur, on va pouvoir définir une zone avec laquelle la section des surfaces arrière de la jante ne devra pas entrer en contact afin de laisser suffisamment de place pour les freins. Et en se servant encore une fois de quelques photos de l'intérieur de la jante, on peut avoir une idée approximative du profil intérieur de la jante. Donc on va tracer quelques courbes. Encore une fois, je vais faire ça très grossièrement, puisque là on n'a pas vraiment de points de repère qui vont nous permettre de déterminer les bonnes proportions. Et une fois que ça c'est fait, je vais faire un revolve. Alors comme je le disais plus tôt, faites bien attention que le centre de vos revolves soit bien le même, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des surfaces excentriques, et c'est exactement ce qui se passe ici. On voit que les deux surfaces ne sont pas en continuité, parce que évidemment j'ai pas fait attention. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la première partie, on a extrait un maximum des informations qu'on avait, et là on voit que les surfaces qu'on a créées nous fournissent un guide qui va vraiment nous faciliter la tâche pour la partie un petit peu plus artistique. Donc j'espère que c'était clair, et j'espère que ça vous aura donné envie de suivre la deuxième partie.